C'est très rare d'avoir fait une carrière aussi longue que la mienne. Elle est due à une seule et unique raison, mon intemporalité. La grosse chose, moi, qui m'a maintenu dans ce parcours, c'est réellement les mélanges. Les films où je pouvais mélanger la nostalgie, la démence, le pas normal, l'invraisemblable. Philippe Sard. Près de 300 musiques de films. Nominé à l'Oscar, au César plus d'une dizaine de fois. C'est un phénomène à lui tout seul. Né à Neuilly-sur-Seine en 1958, il commence le solfège à 3 ans et travaille l'harmonie et la composition avec Noël Gallon et son parrain, Georges Auric. Très vite fasciné par la musique et le cinéma, il commence à sonoriser de petits films muets avant de réaliser des courts-métrages. Il se destine alors à la mise en scène. Mais à 17 ans, son destin va basculer avec une rencontre. Le plus beau souvenir que j'ai d'un metteur en scène, mis à part les Ferreri et autres personnes, c'est que, par exemple, Claude Sauté a dit un jour à un distributeur « Je ne peux pas faire de film sans Philippe Sard. » C'est clair ? Mais quelle a été votre réaction quand vous avez rencontré Philippe Sard le jour où il vous a ouvert la porte de son appartement? Totalement inattendu. D'abord, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce physique un peu, je vais dire, oriental. Un embonpoint oriental, un peu coquet, avec un pyjama de soie, très souriant, étant assez fier de quelques chansons qu'il avait fait pour Régine, je ne sais pas, c'est ça. Ce qui, moi, ne me pensait strictement à rien d'ailleurs. Mais je crois que je devais être content de le voir parce que je sentais qu'il n'essaierait pas de me bluffer. Et la seule discussion, c'est de dire que ce qui m'intéressait, c'est surtout ce qu'on appelait la musique invisible, c'est-à-dire, voilà, c'était ça. Alors j'ai dit maintenant, ce qui fait le climat d'un film, c'est tout ce que le profane n'entend pas. Avec Philippe, particulièrement, la musique vient renforcer le climat. Voilà. Elle le renforce d'une façon décisive. Quand Claude m'a demandé de faire la musique des choses de la vie, évidemment que sur le moment, j'ai oublié totalement l'embryon de metteur en scène que je voulais être. J'ai lu simplement le pitch du film, qui m'a donné l'idée des premières notes des choses de la vie, enfin du climat du thème, et des premières notes du thème, que j'ai écrit sur un bout de papier, avant qu'il arrive, 1 heure avant. Et je me suis assis au piano et je lui ai joué tout simplement ce climat, enfin ce début de climat qui durait 1 minute. Ah, il me dit, écoutez, ça m'intéresse. Il me dit, mais là, je vois que vous descendez la phrase. Vous ne pourriez pas monter plutôt, ça serait peut-être plus... Je vais vous dire une chose, monsieur Sauté, c'est très simple. Si j'ai écrit ça 1 heure avant que vous veniez, monter, descendre... Ah, il m'a dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Venez voir le film demain. Je me suis assis dans la salle de projection d'Éclair, c'était à Éclair, du Mans. Et j'ai vu le film de Claude. Et à la fin du film, je lui ai dit, qu'est-ce que Romy Schneider est belle. Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dégage comme émotion. Et j'ai vu dans le regard de Claude des larmes.
film est sorti, c'est le succès que vous savez. Moi, j'ai mis de côté complètement mon idée de continuer à faire de la mise en scène parce que je n'ai pas arrêté d'écrire de la musique pour le cinéma. C'était une rencontre entre Philippe et Claude Sautet de deux personnes qui aimaient profondément la musique, qui la connaissaient profondément, parce que Claude Sautet est quelqu'un qui connaissait parfaitement la musique, que ce soit la musique de jazz, que ce soit la musique classique. Moi, je peux vraiment témoigner pour Sautet. Sautet est un mélomane extraordinaire qui pouvait vous déchiffrer des pages entières de Bach, qui analysait la musique, et notamment Bach ou le jazz. Je vais vous dire, entre Claude et moi, il y a un miracle. C'est deux personnes qui se sont rencontrées, peu importe leur âge. On avait 25 ou 27 ans d'écart, je n'en sais rien. Peu importe l'âge, on s'est rencontrés et on était avec une même sensibilité. Et Philippe a toujours eu comme credo de se dire qu'un compositeur de musique, de film, doit avant tout aimer le cinéma. Et à partir du moment où ce compositeur de film aime le cinéma, il fait une musique non pas ornementale, mais il se met au niveau des autres participants du film. César, au début, joua beaucoup aux cartes et gagna beaucoup. Mais très vite, il se mit à perdre. Alors, il ne joua plus du tout. Mais peu à peu, il abandonna son entreprise à ses frais. Il avait vendu son appartement et s'était installé dans une maison de banlieue. César ne parla plus jamais de Rosalie. David s'était beaucoup occupé de César. Mais un magazine américain lui avait fait des offres. David accepta et il s'en alla. Je pense que pour travailler pour quelqu'un, quel qu'il soit, il faut rentrer dans sa tête. Rentrer réellement dans sa tête. Pour comprendre ce qu'il a en lui, qu'il n'arrive pas toujours à sortir, mais comprendre qu'est-ce qu'il veut au fond de lui-même. Donc il faut être très humble, finalement, pour pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un et se mettre à la place de ce quelqu'un, et en étant ce quelqu'un. Après les choses de la vie, Philippe Sard et Claude Sautet ne se quittent plus. Suivent Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres, Mado, Une histoire simple, Un mauvais fils, Garçon. Parce que Garçon est une idée qui est née entre Sautet et moi, qui déjeunions dans un restaurant qui s'appelait le Tangage, où il y avait un garçon qui est à peu près le portrait de Montand en garçon, si vous voulez. Et je dis à Claude, il faut faire un film sur un mec comme ça. Et Montand n'a pas accepté d'être un garçon de café, il voulait avoir un projet, un passé. Et ça a bloqué Claude. Et le passé de Montand, dans la version d'aujourd'hui, le garçon, il l'a coupé. Il a attendu que Montand soit mort et il l'a coupé. Il y a comme un tissu d'araignée dans les films. La musique des films de Claude, comme les films, c'est un tissu, une sorte de toile d'araignée. Le dernier film de Claude Sautet, Nelly et Monsieur Arnaud, après quelques jours avec moi et un cœur en hiver, représente selon Philippe Sard un film somme, un film qui convoque tous les films de Claude Sautet, toutes les musiques. La géographie de la toile d'araignée est complète. On retrouve des passages d'une histoire simple. Enfin, une thématique proche d'une histoire simple. C'est Claude qui a voulu. Et je pense qu'il l'a voulu parce qu'il savait que c'était un film, pour lui, un film somme. La fin de Monsieur Arnaud, c'est ce qu'il a fait dans la vie. C'est qu'il est parti avec sa femme pour faire le tour du monde. Et il l'a fait. Il a eu une maîtresse qu'il n'a jamais quittée depuis les choses de la vie.
Il n'empêche que, à la fin de Dédier Monsieur Arnaud, il part avec sa femme. Mais comme il s'est attaché à Emmanuel Béard dans le film, dans l'aéroport, vous vous souvenez, Michel Serrault qui s'approche de la caméra avec un air triste, parce qu'il pense à qui? Pas à sa femme, avec qui il va passer X mois, mais à la fille qu'il a abandonnée pour sa femme. Et ça, c'est un des grands secrets de la vie de Claude, que moi je connais très bien, évidemment. Fort de la notoriété acquise auprès de Claude Sautet, Philippe Sard va collaborer dans les années 70 avec des cinéastes de renom. Pierre Granier de Fer, Marco Ferreri, Jacques Rouffio. J'ai toujours été le troisième bras ou le deuxième bras de quelqu'un, moi. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens et j'aide beaucoup les gens. Quand je vais sur un tournage, je parle beaucoup plus longtemps à un machinot qu'au metteur en scène, avec qui j'ai déjà parlé très longtemps. Je pense que Philippe se définit lui-même, et je pense que c'est une jolie définition, comme un scénariste musical. C'est-à-dire quelqu'un qui amène une voix supplémentaire sur un film, pas un commentaire. Sard n'est pas un compositeur de musique que l'on appelle en disant « Dis donc, est-ce que tu veux faire ma musique ?» Non. Je veux dire, il participe à tout. Il participe au scénario, il participe à la distribution, il participe au montage, et bien sûr, il fait la musique. Il ne travaille pas comme certains musiciens, ou comme certains producteurs voudraient que les musiciens travaillent, de trouver un thème par personnage. Il travaille plus sur le sens global du film. La qualité fondamentale de Sard, pour moi, elle est que un film auquel il a participé ne peut pas s'extraire de sa musique. Le scénariste musical, c'est pour moi, c'est raconter l'histoire que le metteur en scène n'a pas su raconter. Raconter une histoire parallèle, hein, bien sûr. Une histoire complémentaire que le metteur en scène n'a pas su raconter. Mais qu'il voulait au fond de lui? Qu'il espérait avoir raconté. Et le film terminé, ben non, l'histoire n'est pas complète. Donc, il faut qu'un réel scénariste, derrière, se mette à lui raconter ce qu'il n'a pas su raconter. Et je peux vous citer 50% des films dont j'ai écrit la musique. Dans la salle de montage, c'est un collaborateur exceptionnel. C'est quelqu'un qui a une mémoire formidable du film, qui a un œil vraiment acéré, et pratiquement tout ce qu'il dit dans une salle de montage est intéressant. Il va même convaincre un cinéaste d'intégrer de la musique dans ses films. Robert Bresson, avec Lancelot du Lac et Le Diable probablement. Il n'aimait pas les musiques dans les films, il pensait que ça n'avait aucun intérêt. Je lui dis, vous avez tout à fait raison. Aucun intérêt. Mais vous voyez, je vois votre film, là, Lancelot du Lac. Ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas besoin de musique du tout dans le film. Mais je vois au début du film quoi? Je vois des corps allongés après une bataille. Est-ce que, mon cher Robert, est-ce que vous avez tourné cette bataille? Et vous rigolez, non? Sûrement pas. Je dis voilà. Voilà à quoi pourrait servir la musique. Bresson a écrit un petit bouquin, Notes sur le cinématographe. Et je l'ai perdu ce bouquin, je le regrette vraiment profondément, c'est une chose que je regrette. C'est qu'il m'avait offert ce bouquin. Et en dédicace, il m'a mis, je dois, pour la prochaine édition, il est mort, pour la prochaine édition, je refais un paragraphe sur la musique de cinéma. Et je dis, j'enlève ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, j'enlève que la musique de cinéma, c'est un orchestre fantôme. Parce que depuis que je vous connais, j'ai compris que c'était pas un orchestre fantôme.
Mais l'une de ses plus belles rencontres artistiques, c'est Roman Polanski. Polanski, ça a été très curieux, mon histoire avec Polanski, parce qu'en fait, elle a démarré très bien, avec Le Locataire. Elle s'est terminée très mal après Pirate. Je n'en ai toujours pas l'explication. Au début, ça m'a fait de la peine de ne jamais savoir le pourquoi du comment. Et maintenant, je m'en contrefous. Parce que Le Locataire, je pense avoir été indispensable pour Polanski. On a été très, très, très amis. Très, très, très amis. Il a gagné cette confiance réellement pendant le film. J'ai assisté aux 22 semaines de tournage. Parce que je me suis dit que la seule manière, vu qu'il était acteur et metteur en scène, c'était quand même pour cerner le bonhomme, il fallait que je le voie agir, que je le voie bouger. Paris. On a quiet street, in an old building, a dead woman's vacant apartment is waiting. Waiting for the tenant. Roman Polanski is the tenant. Il m'a dit, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est la musique du générique, enfin la musique de cette ouverture-là. Et puis, une fois terminé, on verra pour la suite comment on continue la musique du film. Donc, j'étais à Londres, j'ai enregistré le générique de Locataire, et on s'est fait une projection de l'image et de la musique, puisqu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, juste son entrée à lui, quand il arrive dans la cour. Et je pense qu'il a été assez estomaqué. Estomaqué parce qu'il a la musique qui était peut-être très belle, mais elle avait une puissance de mise en scène complémentaire à la mise en scène qu'il avait faite. Parce qu'elle donnait au spectateur exactement, comme une ouverture d'opéra, elle donnait exactement ce que le spectateur allait au fur et à mesure découvrir dans le film. Pourquoi Glass Harmonica ? Parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait du verre dans cette musique, parce que le verre était la verrière, était une idée récurrente de cet homme-femme qui se jetait par la fenêtre et qui se flanquait à travers une verrière. Donc le verre était très important. À partir de ce moment-là, il a eu confiance totale. Et il m'a laissé travailler avec lui sur le film, sur le montage, sur la musique. Et on était très proches. Lieutenant, a Roman Polanski film. Gérard Brache lui a proposé, je ne sais pas comment c'est passé exactement, Tess d'Uberville. Et c'est là où il a commencé à voir Claude Berry, qui a commencé à plonger sur ce projet. J'ai été jusqu'à me fâcher à mort avec Claude Berry. Parce qu'en fait, le problème du montage de Tess, c'est qu'il avait un monteur qui était complètement sous du matin au soir. Donc, il ne pouvait pas monter. L'assistant monteur, c'était Hervé Deluse, qui n'était à l'époque que l'assistant, donc bon. Et finalement, le film, en fait, on l'a monté, Roman et moi, quelque part. Et puis après, le montage terminé, le film terminé, j'ai écrit la musique du film.
il n'a pas voulu écouter la musique. Il a juste voulu, avant que je parte à Londres, il était avec un ami polonais à lui, et il est venu chez moi, il m'a dit « Allez, fais-moi entendre au moins le début du thème, allez ». Je me suis mis au piano et je vais jouer. Il me dit « Je sais que tu as le trac, mais ça fait rien. Joue-le-moi. Que je sois tranquille. » Et je dois dire que ça l'a énormément ému. Et je mixe la musique en une journée, parce que, en fait, la musique, je l'ai enregistrée à l'image, et en plus j'ai écrite à l'image, et donc elle était... ça a collé merveilleusement. Et on a fait une projection du film chez moi. Et bon, il l'a trouvé formidable. Il m'a dit, ça serait bien si, là on met pas de la musique, là on les mettra, c'est ce morceau-là qui est très beau, mais on le mettra en intermission. On ne le mettra pas dans le film. Une fois la musique enregistrée, Berry a commencé à vouloir raccourcir le film. Et j'étais pas d'accord avec Claude. Je lui ai dit non, Claude, non. Si tu coupes, le film est foutu. Il est mort, le film. Il ne tient que par sa longueur sur l'émotion. Donc ça a été des paroles assez gentilles au début. J'ai essayé d'expliquer. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que Claude Berry était pris à la gorge, financièrement. Donc il y a eu un type qui est venu, qui s'appelle Coppola, et qui a commencé à donner des leçons à Polanski, en disant, si je refocus le film, c'est-à-dire en anglais, si je remonte le film, je l'achète. Alors Polanski m'appelle et me dit, écoute Philippe, viens boire un café, et dis-moi ce que tu penses de ce que je vais te lire. Je lui dis, bon, écoute, je serai là dans un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas. Alors il me dit, 1, il faut couper ça. 2, il faut couper ça. 3, il faut enlever ça. 4, il faut inverser ça, etc., etc. Il y avait 27 points de suture, j'ai envie de vous dire. Je lui dis, Roman, il n'y en a aucun qui tient la route. Qui c'est qui t'a donné cette belle cette liste? Il me dit, écoute, c'est Coppola. Coppola, je lui dis. Et il donne des leçons à Polanski, Coppola. Mais c'est toi qui pourrais lui donner déjà des leçons, pas lui. T'es plus vieux que lui. T'as plus de métier que lui. Alors, qui te donne des leçons, je veux bien. Mais que tu les suives, moi, je ne te conseille pas. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne couperai pas une image. Il me dit, je n'attendais que ça de toi, parce que je sais que chaque chose te ferait hurler. J'ai été le responsable. Alors évidemment, Polanski s'en est... Claude Berry a commencé à me détester, mais d'une manière effrayante. Coppola de même, parce qu'il sait que j'étais un peu à l'origine de toute cette histoire. Et le film n'a pas été vendu aux États-Unis. Le film a eu la chance d'avoir une critique extraordinaire sur le Los Angeles Times, qu'il a fait acheter. Le succès et la renommée internationale de Tess poussent Polanski à ressusciter un projet vieux de 10 ans. Pirate. Ce sera le film de toutes les déchirures. Le film est un peu chaotique. Ça vient surtout des bagarres invraisemblables entre lui et Tarak Bellamar. C'était terrible. Terrible. Et avec l'acteur principal, Walter Matthau. Et à 3 ou 4 reprises, Polanski a quitté le tournage et il a fallu que je le ramène à l'avion, quitte à reprendre l'avion avec lui pour le ramener en Tunisie, pour qu'il continue. Je lui dis, tu peux pas abandonner, c'est pas possible. Tu vas jusqu'au bout et après on verra. En plus, Pierre a
a construit un bateau. Vous savez, quand les choses s'enclenchent mal, c'est que c'est un bateau merveilleux sur le plan esthétique, si vous voulez, mais qui ne pouvait pas... Il y a eu une erreur, mais à quel... N'étant pas armateur, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a dû se passer, mais le bateau ne pouvait pas prendre la mer. À cause du fait que le bateau ne pouvait pas prendre la mer, le film ne pouvait pas fonctionner. Parce que moi, j'ai fait une musique qui faisait bouger le bateau quand même. Parce que la musique, si vous écoutez la musique de Pirate toute seule, elle est flamboyante. Hein. Je n'ai plus vu Polanski jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans explication. Je ne pense pas qu'il soit assez idiot pour penser que c'est parce que j'ai écrit une musique qui faisait bouger un bateau qui ne bougeait pas. Je pense qu'il est au-dessus de ça. Ou peut-être pas. Tess a eu d'autres conséquences pour Philippe Sard. Entre autres celle de pouvoir développer une carrière internationale. Première pierre à l'édifice, La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. Je vais vous dire, La guerre du feu, c'est très simple. C'était Brache qui avait écrit le scénario. Et il a dit, il faut un mec très 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 solide. Hein. Et j'ai vu le teaser, et je me suis dit, merde, ce film semble creux et vide, mais il y a un challenge. J'ai proposé à RCA de faire La guerre du feu. Et RCA, ils n'avaient pas les couilles. Mais ils ont dit, bon, on va quand même le faire. Mais vous aurez 500 000 balles de budget pour le faire. J'ai regardé le type d'RCA et je lui ai dit, ok, vous êtes fou. Je veux voir Bob Summer, le patron d'RCA New York. Et je fais venir Bob Summer et je lui montre le teaser. Je lui dis, bon, en anglais, je lui dis, vous êtes... avec ça, on fait le tour du monde, de la planète. C'est un film muet. Il faut que la musique soit à la hauteur, sinon on fera le tour de rien du tout. Il me dit, ok, je marche. Comment ça enregistrer, on verra. Alors, il m'avait proposé donc 600 000 balles, ce qui faisait à peu près 100 000 $. Pour l'enregistrement. Mais quand ils ont vu se ramener les 250 musiciens à Londres, à Abbey Road, les percussions de Strasbourg, les deux orchestres symphoniques, les 60 choristes ou 50 choristes, là, ils ont commencé à se dire, mais attends, où on va là? Et j'ai enregistré, au bout de 5 jours, j'avais déjà dépensé près de 200 briques. Ils se sont dit, on a deux solutions. Ou on arrête. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On perd 200 millions. Ou on continue et vu comment le mec, en me traitant le mec de Guy, il est parti, à mon sens, on va encore s'en taper pour 150 briques. Après une longue discussion entre Amerlo, entre RCA France, RCA Amérique, RCA machin, bon, bref, finalement, ils disent, allez, laissez ce mec, ce fou terminer, on verra bien. Et
là, j'arrive à 300 briques. Et le producteur vient vers moi en me disant « Vous m'avez sauvé ma vie ». Ce film a été un des plus grands succès du monde planétaire. A fait un succès mais absolument incroyable. La guerre du feu lui ouvre les portes d'Hollywood. Contacté par les studios Universal, il va écrire la musique du Fantôme de Milburn. Titre original, Ghost Story. Soon they will learn that they have never been forgiven. Ghost Story. The time has come. Et quand j'ai vu Le Fantôme de Milburn, c'est des gens, des vieilles personnes, qui regrettent d'avoir tué bêtement cette jeune femme. Et je me suis dit, c'est bizarre, le thème du chat n'a jamais eu de prolongement, n'a jamais eu de... ne s'est jamais étendu, n'a jamais pris, vous savez, son envol. Julien! Le chat, on ne pouvait pas dire plus. Il ne fallait pas dire plus. Il fallait être... Le thème, je jouais moi-même au piano. Et il revient une fois avec les cordes. Mais il ne va pas aussi loin que dans Ghost Story. Sûrement pas. Mais Philippe aime bien reprendre certains thèmes et les développer à travers ses films. Il était assez voyou, parce que par exemple, La Pirate, il m'a dit, je pense à un petit thème. Et puis quelques années plus tard, j'ai entendu un film de Lautner où il y avait le même thème, mais en joué. Là, il s'agissait d'une comédie. Et ça marchait très bien avec Lautner, ça marchait très bien autrement, joué, orchestré, etc. Ça marchait très bien sur La Pirate. Mais je ne pense pas qu'il me l'ait dit. Il peut vraiment être voyou, oui, ça c'est une évidence. Il veut créer un climat, une atmosphère qui va retrouver quelque chose d'indicible, qui est contenu dans le film, mais que le film n'a pas complètement exprimé. Je pense au climat. Donc le climat égale l'instrumentation, les instruments. Et puis après, suivant l'humeur du film, suivant le mood, suivant le thème, arrive après. Mais ce qui doit arriver absolument d'abord, c'est le climat, et le climat, c'est l'instrumentation. C'est avec le timbre que tu joues. Philippe aurait pu faire fortune s'il avait voulu aux États-Unis. Il n'a pas décidé de le faire. Si je m'y installe, au bout d'un certain temps, je serai mis dans une petite boîte. Et les gens que j'aime ne sont pas là. Donc, je rentre. Philippe Sard met de côté sa carrière aux États-Unis et reste fidèle à ses amitiés cinématographiques. Il composera quelques chefs-d'œuvre. Music Box de Costa Gavras, Réunion de Jerry Schatzberg. Quand je suis passé à la réalisation, que j'ai fait L'Horloger, il y avait aucun autre musicien que j'ai envisagé. J'ai tout de suite pensé à Philippe pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouvais que ce qu'il amenait au film était formidable. La musique de Max et les Ferrailleurs, je trouvais, était une merveille.
Et que, en plus, Philippe m'avait beaucoup aidé dans une période difficile de ma vie, quand je cherchais à monter l'horloger, que j'avais abandonné le métier d'attaché de presse, que je ne gagnais pas d'argent et que pendant 2 ans et demi, j'ai ramé en me faisant renvoyer par tous les producteurs. Et à ce moment-là, Philippe m'a beaucoup aidé. Il nous invitait, ma femme de l'époque et moi, à déjeuner. Il m'a passé de l'argent. Je veux dire, il a été d'un très grand soutien, d'une très grande générosité. Donc c'était évident pour moi. Un film, c'est un travail de collaboration. Donc plus on est de fous, plus on rit. J'ai juste bouclé le début pour que ça dure 10 secondes de plus. Il faut arriver à le contrôler, il faut éviter qu'il prenne des solistes de l'opéra, qu'il fasse venir de Zagreb pour interpréter 4 notes au piano par quelqu'un qui est censé jouer mal. Il y a des moments où il faut aussi tenir ses budgets. Sa générosité extraordinaire a tendance parfois à prendre des proportions qui peuvent tétaniser certains producteurs. Philippe me dit, c'est une musique qui doit tourner autour de Thierry Lhermitte. Je lui dis non, elle doit tourner autour du personnage de Raphaël Personnaz. Elle doit tourner autour de son énergie pour rentrer dans ce monde qu'il ne connaît pas. Et je lui ai dit, je trouve que ce serait intéressant qu'on mélange, par exemple, une contrebasse et un didgeridoo. Je lui ai donné l'idée du didgeridoo. Et alors, dès que j'ai prononcé le mot didgeridoo, j'ai vu son regard s'éclairer. Je lui ai dit, tiens, c'est vrai que tout d'un coup, d'entendre dans le Quai d'Orsay, le brom, brom, brom. Il ne fait pas avec ses musiciens simplement une musique. C'est que même l'interprétation du musicien est reliée à la création cinématographique. Philippe a quelque chose de rare, d'unique. Et je vous dis aussi, c'est un compagnon de mise en scène. J'ai, disons, participé à sauver plein de films, oui. La fin de Coup de torchon, ou ma fin à moi, la fin qui est écrite par Jean Orange, elle ne marchait pas. Je l'avais, faute un peu de moyens, puis là, je ne l'avais pas réussi. Et Philippe m'a dit, il n'y a aucun problème. On va changer un petit peu l'ordre des scènes. Mais si tu me laisses 6 minutes de musique, moi, tout ça va s'enchaîner de manière fluide. Et c'est vrai que musicalement, il m'a construit une fin, à un moment, et il m'a dit, mais voilà, ça va paraître... elle va paraître encore plus organique que la précédente. T'as plus besoin de ton fusil. C'est mon permis de chasse. T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas! C'est un fou qui peut être d'une délicatesse absolument incroyable. Avant, je ne mettais pas imperméable puisque j'étais en studio. Donc on n'a pas besoin. En général, il ne pleut pas dans le studio. Mais il m'est arrivé une histoire invraisemblable.
dès qu'une séance débute, j'ai tendance à comme gonfler par stress. Et quand le premier morceau est joué et que je sens que ça sonne comme je l'ai entendu, je déstresse. Donc je dégonfle. J'allais dans le studio, de la cabine, je passais au studio pour aller donner quelques indications aux musiciens. Il m'est arrivé un truc terrible, c'est que mon pantalon est tombé. Et je me suis retrouvé les couilles à l'air devant le London Symphony. Inutile de te raconter ou de vous dire qu'en dedans, l'incroyable rire de 100 personnes, je ne les l'oublierai jamais. Donc, depuis ce temps-là, et ce qui date depuis longtemps, hein, depuis ce temps-là, je ne quitte pas mon imperméable. On a tellement de souvenirs ensemble. On a aussi perdu des amis chers ensemble. Granier de Fer, Claude Sautet, Marco Ferreri, c'est des gens qu'on voyait, on les voyait ensemble. On les a vus, on a vu leur œuvre se construire. On est liés par la vie, on est liés par la mort des amis. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie. La musique de film pour Philippe Sard sera avant tout une histoire d'amitié, de fidélité. Il ne laissera jamais tomber Georges Lautner, angoissé chronique. Quand il a fait Ils sont fous, ces sorciers, qui est un film complètement dément, quand j'ai vu le film, j'étais... Alors là, j'avais vraiment peur. Hein. Parce que les premières 40 minutes du film, avant l'histoire du totem et des gens qui voltigeaient dans l'air et tout ça, il y avait 40 minutes, mais à la limite infranchissable. Et Lautner a vu quand même à la sortie, il m'a vu dans un état assez affolé quand même. Il me dit, tu vas pas m'abandonner quand même. Je dis, Georges, je ne t'ai jamais abandonné. Je cherche une idée. La seule idée, c'est de couper les 40 premières minutes et de commencer directement sur les deux mecs qui pissent sur le totem et qui sont donc envoûtés. Je lui ai dit, voilà Georges, l'idée est bonne, et moi je t'en rajoute une, je vais te faire une musique style Hammer Film, et alors à ce moment-là, ça va être encore plus dément. Et le film a marché. Je pense que sur ce film, tu vois, tu n'es pas vraiment obligé de mettre musique de Philippe Sard en très gros. Tu peux mettre à la fin musique de Philippe Sard, ça ira très bien. Il me dit, t'as raison, ne t'inquiète pas, tu m'as aidé tellement sur ce film que je vais te mettre à la fin avec les machinaux. Ça te va ? Et donc, Lautner me laisse partir en toute tranquillité. Donc, je suis arrivé à New York, j'ai travaillé avec Jerry, puis je suis rentré. Sur tout l'écran de l'ambassade Gaumont, il y avait musique de Philippe Sard, en énorme, comme je n'ai jamais été écrit de ma vie, un film de Georges Lautner. Avec un metteur en scène avec des hauts et des bas, mais quand les hauts étaient très hauts et les bas étaient très bas, Georges Lautner, il y a un homme de cœur derrière qui met en scène. Tu vois l'Australie, c'est tout au bout là-bas. Je vais t'emmener. On va partir tous les deux. On va acheter une ferme immense.
sera seul. Des milliers de kilomètres. Chez Georges était un mélancolique. Il ne faut jamais oublier ça. C'est un type mélancolique. Même dans Flic ou Voyou, elle est mélancolique par moments. Guignolo. Lui, il attendait une musique disco, alors que moi, j'ai écrit une musique symphonique. Et Lautner était totalement d'accord là-dessus, parce que c'est ce qui donnait l'ampleur. Et au lieu de mettre une musique ridicule sur une image ridicule, valait mieux mettre une musique qui donnait, soi-disant, comme si Belmondo faisait un effort extraordinaire, du lyrisme à une scène qui n'en avait pas. Ça donnait au moins un complément, un beau complément qui fait que la musique que le film n'a pas vieilli du tout. Parce que ce qui fait quand même vieillir le plus les films, il ne faut jamais l'oublier, c'est la musique. Donc il vaut mieux qu'elle soit intemporelle. Mais Belmondo m'en a voulu vachement. Et a dit, pour Le Professionnel, le film qu'il faisait après, on ne prend pas Philippe. C'était l'époque où je sévissais de nouveau comme pianiste, dans un salon de thé de l'avenue Matignon, avec vue imprenable sur les doubles mentons des vieilles croqueuses de macarons. Leurs mains constellent les taches de son, leurs sacs bourrés de pognon, leurs bagues et leurs visons. Et puisqu'on est dans les rimes, disons aussi que j'avais l'air d'un sacré con. Parce que l'univers de Blier, son plus beau film pour moi, il y en a peut-être fait un ou deux que je n'ai pas vu. En tout cas, le plus beau film, celui qui me touche le plus, c'est Beau-Père. C'est le film le plus sincère. Et curieusement, c'est un homme qui après n'a jamais voulu faire des films sincères. C'est curieux. Aussi sincère, j'entends. Même s'il il a un verbe formidable. Chez ces gens qui sont des hommes de verbe, c'est que la musique les emmerde, quelque part, les gêne. Philippe Sard s'intéresse à l'univers que peut porter un cinéaste. Il va permettre à André Téchiné de s'affirmer. En retour, il va remporter le César de la meilleure musique de film pour Barocco. Après Souvenirs en France, que je lui ai aidé à finir et à musiquer, j'ai trouvé que le type avait tellement de talent, que je me suis dit, il faut qu'il fasse un film, ce mec. Et c'est comme ça qu'est né Barocco. C'est un type que j'ai fabriqué. Mais grâce à son talent, hein. Je ne suis pas en train de prendre son talent à mon compte. C'est un homme qui avait un talent fou. Écoute, voilà. On va tout recommencer. Tout recommencer. On peut même faire comme si on s'était jamais vu. Comme si on se connaissait pas. Comme si c'était la première fois. Et le problème, c'est qu'il avait besoin d'être entouré par des scénaristes béton. Philippe Sard n'a jamais privilégié non plus les têtes d'affiche, les grandes productions. Sa sensibilité s'est accordée avec celle du cinéaste Jacques Doyon. Il avait l'envie de savoir ce que je souhaitais, ce que je désirais. Je sais aucun désir. On avait l'impression, on a toujours l'impression avec Philippe que c'est nous qui lui donnons quasiment les clés de la musique à faire, ce qui est
une grande habileté de sa part, parce qu'en fait, il n'en fait qu'à sa tête, évidemment. La musique, pour lui, des fois, il n'en met pas du tout. Mais tous les films où il a mis de la musique, je les ai faits. Sur Panette, j'étais venu avec un prélude de Debussy, qui est Les Pas sur la neige, et j'avais essayé d'utiliser Debussy directement. Ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Il ne m'a pas fait un machin à la manière d'eux, mais c'était entre Debussy et Sard, enfin c'était Sard revisitant Debussy, donc c'était le peu de musique du film, je crois, fonctionnait assez bien. Ouais. Si je peux dire que sa deuxième fille l'appelait Ponette, on voit bien que nos rapports ont été et sont toujours, même si moi je bouge quasiment plus, lui ne bouge pas du tout, donc il faudrait qu'on... Et en amitié, je suis assez nul, hein. Mais on s'appelle quand vraiment trop de temps passe, l'un ou l'autre appelle, voilà. C'est un homme qui est très triste de ne pas faire 1000 entrées, quoi. C'est un homme totalement intéressant. Mais c'est un homme qui probablement doit être très blessé, au fond de lui-même. Il n'y a plus de mélodie. Il n'y a plus de mélodie dans les films. Ce qui est complètement idiot. Parce que les plus beaux films, je parle des films américains ou même de certains films français, les plus beaux films ont tous des mélodies, attendez. Même des mélodies pas totalement développées, mais des mélodies. Sans mélodie, il n'y a pas... Attendez, on ne fait pas un truc pour 3 personnes. Une mélodie, c'est capital, une mélodie. Un air. Un air. La musique de film, les gens pensent que c'est... On peut très bien la trouver, j'ai envie de vous dire, dans des boucles ou sur des... Non, ça ne veut plus rien dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la musique n'a plus d'incidence sur le devenir d'un film. Puis les gens n'ont plus le courage aussi. N'ont plus vous voyez ce que je veux dire, le courage d'essayer, le courage de se lancer dans des aventures. Le cinéma, les autres peuvent s'en passer là en ce moment, parce que ce que font les gens en ce moment, j'appelle pas ça des films. Hein. Ni des téléfilms, ni des films, ni rien du tout. C'est rien. Pour moi, ça n'existe pas, à la limite. D'avoir eu la chance de travailler avec les plus grands. Donc, malgré vous, même si j'en connaissais pas mal, imaginez ce que j'ai pu entasser comme connaissance. C'est ahurissant. Après Nelly et M. Arnaud, j'ai senti que Claude ne ferait plus de films. À ce moment-là, je lui ai dit, Claude, je vais te montrer un truc que tu ne connais pas de moi. Et je vais projeter mes 2 films. Et Claude a eu une expression incroyable, m'a sorti une expression démente. Il m'a dit, maintenant je comprends tout. Maintenant qu'ils sont morts, je vais tenter ma chance.